journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est presque 7h45. Dans quelques secondes, notre invité ce matin, Madame le préfet de l'Allier, Pascal Trimbach, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation d'être là ce matin dans un emploi du temps que je sais certainement contraint. En ce moment, on va en parler dans un instant avec l'actualité, notamment l'action des agriculteurs. On va commencer peut-être par la bonne nouvelle qui a été confirmée hier. Imerys, donc, qui confirme son installation dans l'Allier et uniquement dans l'Allier. On va en parler dans un instant avec notamment cette usine de conversion sur la zone de l'Alou à Saint-Victor. C'est le fruit de longues discussions, j'imagine de longues réunions, d'une longue bataille aussi parfois. J'imagine que c'est une grande satisfaction qui prédomine ce matin chez vous. C'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle parce que ce projet est un projet qui est fondamental pour la souveraineté énergétique de la France. Avec 700 000 batteries qui seront produites, c'est la moitié des besoins français qui sont couverts. 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium. Donc ça ne couvrira pas tous les besoins, mais ce sera la possibilité de ne pas dépendre d'autres continents où les conditions d'extraction sont évidemment beaucoup moins bonnes. Le deuxième point fondamental dont nous pouvons nous réjouir, c'est que c'est un projet qui met l'environnement au cœur du dispositif. Ça coûte plus cher, 20% plus cher, mais il n'y aura pas de rejet dans le Cher. L'eau qui sera utilisée est une eau recyclée. Le train sera utilisé et non pas la voie routière. Donc autant de points qui permettront à ce projet d'être écologiquement très favorable. Et enfin, c'est un projet 100% allié. Comme vous l'avez souligné, 100% allié puisque c'est la mine à Échassières, le quai de branchement à Saint-Bonnet de Rochefort, et enfin, l'usine de conversion à Lalou, à Saint-Victor, à côté de Montluçon. Bien sûr, avec donc 200 à 250 emplois créés rien que pour l'usine de conversion de Montluçon. Au total, c'est 500 à 600 emplois directs, plus près de 1000 si l'on compte les emplois indirects. Vous le disiez, voilà, ça a été, j'imagine, très long évidemment. On sait qu'il y a une période, et Imerys l'a dit hier d'ailleurs, il y a eu des recherches qui ont été faites dans l'Ain notamment pour pourquoi pas accueillir l'usine de conversion. J'imagine qu'il a fallu se battre finalement avec les élus du territoire. Oui, mais somme toute, c'était logique. L'usine de conversion sera à moins de 100 km de l'extraction. Logique, et qui permet là encore d'avoir une dimension écologique importante. Certes, il y avait d'autres projets qui ont été mis en œuvre, mais l'État, d'une part, et les collectivités sont battus pour que tout se passe dans l'Allier. Ouais, travail collectif. Travail collectif, le pack allié, si j'ose dire, l'a emporté en faisant des démarches auprès d'Imerys, auprès des décideurs à Paris. Et cette action de lobbying a fini par payer et par permettre cette implantation totalement dans le département. On sait qu'il y a une volonté de réindustrialisation, c'est un terme qui est employé. Ça, c'est une étape pour le bassin montluçonnais notamment. Oui, alors l'ensemble du projet, c'est 500 à 600 emplois directs, mais plus de 1000 emplois indirects et induits. Donc c'est une opportunité fondamentale pour l'Allier et à tout point de vue. C'est un cercle vertueux qui va se mettre en place, puisque qui dit 5 à 600 emplois, dit des familles qui viennent, dit aussi des logements qui vont être occupés, et tout le bassin va devoir se préparer à accueillir ces personnes, à loger des familles, à accueillir les enfants dans des écoles. Donc un cercle vertueux pour le territoire. Vous l'avez dit, l'acheminement du minerai d'Échassières jusqu'à Montluçon se fera par la voie ferroviaire. On connaît évidemment malheureusement l'état parfois du réseau dans le département de l'Allier. Il y a des engagements là-dessus sur le fait que cette ligne Montluçon-Ghana il y aura des investissements majeurs qui seront portés dessus. SNCF Réseau a prévu justement de faire des études. L'argent nécessaire a été pourvu en 2023. Les études vont intervenir durant l'année et ceci permettra d'avoir un bilan tout à fait exhaustif pour permettre d'envisager les travaux nécessaires à la rénovation de cette ligne. Il y aura besoin d'investissement quoi qu'il arrive ? Il y aura nécessairement besoin d'investissement. Oui, quand on voit le volume finalement de ce qui doit être transporté, c'est indispensable. Oui, pendant 25 ans.
Et le choix qui a été fait d'utiliser la voie ferrée plutôt que les camions va permettre justement de donner cette dimension écologique. Mais ceci a un coût. Bien sûr, c'est ce qui a été dit hier par Imerys, 20% de coûts supplémentaires pour prendre des décisions qui vont en faveur de l'environnement. On sait que sur ce genre de projet, il y a toujours des réticences, il y en a déjà eu. Finalement, vous avez des craintes sur le fait qu'il y ait une forte mobilisation dans les mois qui viennent, notamment lors du débat public ? Alors, le débat public va avoir lieu entre le mois de mars et le mois de juillet. Il permettra à toutes les personnes qui le souhaitent de s'informer. Le dossier préparé par Imerys sera à la disposition des personnes qui souhaiteraient en prendre connaissance dans le cadre du débat public, et ceci permettra aussi de répondre aux questions légitimes des habitants à propos du projet. Mais il y a la volonté de faire de la pédagogie, d'expliquer comme vous le faites là ce matin par exemple. Oui, volonté de l'expliquer, puisque c'est un projet qui est complexe, et Imerys hier s'est efforcé de présenter ce projet de façon pédagogique. Il faut que la CPDP, c'est-à-dire le débat public, puisse agir de même. Il y aura plusieurs dizaines de réunions dans la proximité, mais aussi dans les villes qui sont concernées un peu plus loin, de façon à informer la population, à recueillir éventuellement des remarques qui pourront permettre d'aménager le projet en fonction des besoins. Pascale Trembach, la préfète, Madame le préfet de l'Allier, est notre invitée ce matin en direct. L'autre dossier d'actualité, évidemment, c'est les agriculteurs. On voit que ça bouge de minute en minute, quasiment. Toujours 5 points de blocage ce matin dans l'Allier. Comment vous appréhendez un petit peu les prochaines heures, les prochains jours ? Alors, j'ai reçu une demande de manifestation par les organisations syndicales. Cette demande court jusqu'à jeudi matin. Mon objectif, en lien avec le représentant des organisations syndicales, est de faire en sorte que ces manifestations se déroulent dans la dignité, de façon à ce que les revendications puissent être émises sans qu'il y ait atteinte aux personnes notamment. La sécurité est ma priorité. Pour l'instant, vous n'avez pas de remontée d'action. On voit que dans certains secteurs, il y a eu des débordements. C'est pas le cas pour l'instant dans l'Allier ? Non, dans l'Allier, je dois dire que l'ensemble des personnes se conduisent de façon tout à fait responsable. Les représentants syndicaux sont en lien direct avec les manifestants, qui sont très nombreux. Je ne le sous-estime pas. Plus de 100 tracteurs à Montluçon, 80 à Montmarault. C'est dire qu'il y a une vraie inquiétude de la profession agricole. Au-delà des questions de sécurité qui sont ma priorité, j'ai reçu jeudi dernier, lors de la manifestation devant la préfecture, les représentants syndicaux qui m'ont transmis leurs demandes, leurs besoins, leurs inquiétudes, et naturellement je les fais remonter à Paris pour que ces demandes soient prises en compte. Bon, vous allez rester vigilante, j'imagine, bien sûr, dans les prochaines heures. Oui, vigilante en permanence et sans cesse en lien avec les représentants des organisations syndicales, de façon à ce que tout se passe dans le calme. Vous parliez de sécurité, c'est une année 2024 qui, en matière de sécurité routière, démarre mal pour le département de l'Allier, alors que le bilan était... alors, on peut difficilement parler de bilan positif, c'est toujours compliqué, c'est toujours trop de blessés, trop de morts. Mais ça vous inquiète là, ces derniers chiffres, 4 morts depuis le début de l'année, alors que le mois de janvier n'est pas terminé? Oui, l'année dernière, nous avons dû déplorer 20 morts sur l'ensemble de l'année 2023. Pour le début de l'année 2024, et nous sommes à la fin du mois de janvier, nous déplorons déjà 4 morts, dont 3 sur un accident en début d'année dû aux conditions climatiques. À Valence-Sully, oui. À Valence-Sully, oui. Comment on peut l'expliquer ça? Est-ce que c'est la loi des séries? Est-ce qu'il faut être encore plus attentif, rappeler les messages évidemment autour de la sécurité routière? Sans cesse, il faut faire de la pédagogie pour que les vitesses soient respectées, pour que les personnes qui participent à une soirée et prennent de l'alcool ne retournent pas chez elles, ou qu'elles soient accompagnées. Sans cesse, il faut le rappeler. J'allais dire, dans ce domaine, le répéter n'est pas de trop. Il faut protéger à tout prix les vies. Vigilance et prudence, d'autant plus en ce moment où certains grands axes sont fermés, ce qui rebascule la circulation vers les axes secondaires. Oui, qui sont plus accidentogènes, puisque l'année dernière, sur 20 morts, il n'y en avait aucun sur autoroute.
Bien sûr, donc c'est un élément important et on ne peut que rappeler ce message ce matin. Un petit mot également parce que le temps file vite sur l'énergie. Nous avions sur cette antenne la semaine dernière Nadine Salaris, la directrice d'Enedis, gros investissement pour raccorder les nouveaux points finalement de création d'électricité dans le département de l'Allier qui est en pointe, notamment sur le photovoltaïque. Ça doit vous réjouir également. Nous avons énormément de projets dans le domaine photovoltaïque, de telle sorte que nous pouvons les examiner et retenir les meilleurs d'entre eux. C'est un point très positif. En photovoltaïque, le département de l'Allier arrive en deuxième position dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, derrière la Drôme. Donc il y a un vrai engouement pour développer ces énergies renouvelables dans le domaine photovoltaïque. Sur l'éolien, on a toujours des dossiers en instruction. On sait que c'est toujours quelque chose de compliqué à gérer pour vous. C'est un domaine plus sensible. Le département compte actuellement 27 éoliennes et parmi les projets qui ont été instruits, les 4 qui sont instruits à ce stade, tous sont en contentieux. Que la réponse ait été positive ou négative, à chaque fois il y a un contentieux à la clé. C'est dire la sensibilité du sujet. Ouais, on marche sur des œufs. Voilà, pour prendre une petite image. Oui, c'est vraiment un sujet très sensible et dans ce domaine, j'ai pris mes responsabilités en fonction des projets qui ont été présentés. Ensuite, si ces projets vont devant les tribunaux, après la décision sera prise au niveau des tribunaux. 30 secondes pour conclure, Madame le Préfet, sur 2024, année olympique. Évidemment, il y aura un impact dans l'Allier. La flamme ne passera pas à Montluçon, mais elle passera à Vichy. Mais c'est fabuleux pour ce département. Donc la flamme olympique le 21 juin, jour de la fête de la musique. La flamme paralympique le 26 août, encore à Vichy, pour la libération de la ville. C'est tout le département qui s'enflamme pour la flamme. Et je crois qu'il y a vraiment un engouement autour de cet événement et je ne peux que m'en réjouir. Ce qui n'empêche pas l'ensemble des festivals culturels, sportifs d'avoir lieu comme chaque année. Donc ça n'entravera pas l'activité et le dynamisme culturel et sportif du département. Il y avait besoin de rassurer les acteurs culturels notamment, vous le faites ? Je les rassure pleinement. Merci en tout cas Pascal Trimbach, Madame le Préfet de l'Allier, d'être venu à notre micro en direct ce matin dans un emploi du temps, on le sait, contraint. Merci à vous. Merci à très bientôt sur cette antenne. Il est 7h57 sur RJFM et on revient dans quelques minutes pour l'info locale. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.